Alors, je sais que le cancer du sein, c'est une maladie qui touche principalement les femmes, souvent des hommes, mais principalement des femmes, et qui se caractérise par une boule dans le sein ou un écoulement mammaire ou un changement quelconque des tétons ou de la forme du sein. C'est tout ce que je sais. On m'a dit que l'autopalpation du sein, on le fait quand on est couché. On lève la main et on appuie la poitrine à la recherche d'une boule. On va chercher jusque dans les aisselles. Et on appuie, on soupèse un peu la poitrine pour voir si ça va. Puis voilà, je pense. Alors, de ce que je sais, le cancer du sein est une maladie, donc une boule qui apparaît dans le sein de certaines femmes, qui est due à une dégradation des cellules et qui cause la mort, en tout cas, de beaucoup de femmes dans le monde. Alors, de ce que je sais, on m'a dit que pour éviter ou pour prévenir le cancer, il faut s'auto-palper le sein, c'est-à-dire toucher, se masser le sein, entre guillemets, toucher le sein, pour savoir s'il y a des boules qui apparaissent tout autour du sein ou sous les aisselles. Et s'il y a une boule, justement, que cette dame-là, justement, constate, eh bien, il faut automatiquement aller voir un médecin pour éventuellement éviter cette maladie. Je sais que 9 femmes sur 10 guérissent totalement du cancer du sein lorsqu'elles sont détectées très tôt. Et que la meilleure prévention finalement contre le cancer du sein, c'est de faire le dépistage rapidement. Eh bien, pour s'auto-palper le sein, c'est très simple. Il faut juste attendre la fin des règles pour procéder à l'autopalpation. Il faut toucher le sein pour chercher une boule qui est anormale. Il faut aussi regarder l'aspect de son sein régulièrement et de son téton également. Voilà. Donc, palpez votre sein jusqu'aux aisselles et essayez de trouver quelque chose d'anormal, tout simplement. Alors, je sais que c'est une boule qui apparaît dans le sein de la femme. Et je sais aussi que quand les tétons commencent à avoir un petit liquide qui sort, eh ben, ça peut être aussi le cancer du sein. Donc, il faut vite aller voir un docteur pour savoir ce que c'est. Alors, j'ai suivi un documentaire qui parlait de ça, justement. La femme doit lever la main comme ça et essayer de palper au niveau des aisselles jusqu'en dessous du sein. Et une fois qu'elle sent qu'il y a une boule, elle va se poser des questions et aller directement voir son docteur. En fait, nous ne savons pas grand-chose de cette maladie. Et pour cela, d'aujourd'hui jusqu'au 19 octobre, qui est la journée de la lutte contre le cancer du sein, nous allons consacrer 1 minute chaque jour dans les femmes d'ici à cette cause noble et cette cause importante. Aujourd'hui, nous allons commencer et ensuite, on basculera sur les violences conjugales. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Bon début de semaine à vous. On vous souhaite une semaine fructueuse, une semaine pleine de bonnes choses. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon intro, d'aujourd'hui jusqu'au 19 octobre, nous allons consacrer 1 minute pour parler du cancer du sein, parce que c'est une maladie qui concerne toutes les femmes et il faut la prendre au sérieux. Comme vous avez pu le constater, nous avons un ruban rose sur le logo des Femmes d'ici. C'est un symbole pour lutter contre le cancer du sein. Comment ça va, mes chéris cocos? Super! Ça va? Très, très bien. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de sujets un peu sérieux, parce qu'effectivement, les femmes, c'est ça. C'est ça qui fait la femme. Il y a du sérieux, il y a de l'amusement, il y a des affairages, il y a des attachements, il y a de l'amour, il y a des dragues, il y a tout, quoi, en fait. Il y a tout. Et aujourd'hui, on va parler d'abord du cancer du sein. On a écouté un peu, chacune a donné sa définition du cancer du sein. On se rend compte qu'on ne sait pas forcément grand-chose. On sait que ce que quelqu'un nous a dit, que sa sœur a eu, mais sinon, nous-mêmes, on ne s'assoit pas. Je dirais c'est dommage, parce qu'il ne faut pas attendre que quelque chose t'arrive d'abord avant de... Effectivement, c'est vrai. Il faut s'informer, il faut à chaque fois essayer de savoir, pas seulement pour le cancer du sein, même pour tous les autres, le cancer du col de l'utérus, etc. Ouais. En tant que femme, il faut poser beaucoup de questions. Déjà, il faut se faire consulter par un gynécologue au moins 2 fois par an, histoire de faire des check-ins, voir si tout va bien. Et puis, il faut se documenter, il faut poser des questions aux gynécologues. Ils sont là pour ça, de toute façon. C'est ça, totalement, ouais.
Puis la plupart du temps, on a très peur quand on va sur Google ou ailleurs, on fait des recherches, quand on voit les images. On se dit, oh non, God forbid, c'est pas moi, j'ai pas envie que ça m'arrive. Et si je regarde, justement, je vais attraper la maladie. On a tellement des appréhensions, alors qu'en fait, faut vraiment se documenter et savoir ce que c'est, en fait. C'est très important. C'est vrai que je trouve qu'il y a un gros manque de communication sur cette maladie ici en Côte d'Ivoire. Et c'est bien l'opportunité, justement, de cette semaine qu'on puisse en parler afin que les femmes qui nous regardent puissent savoir de quoi il s'agit. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, justement, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une maladie où, comme on dit, oui, c'est vrai, il y en a qui meurent, mais ce n'est pas une maladie incurable. Si c'est traité à temps, si c'est traité tôt, justement, on peut en guérir. Donc, c'est l'occasion, justement, de s'informer afin que vous puissiez, justement, éviter le drame. Exactement. Et pour ça, on va déjà montrer, on va essayer de demander à la population, est-ce qu'ils savent, parce que la première étape, c'est l'autopalpation, mais combien de personnes savent comment se palper soi-même? On vous a posé la question et on écoute certaines de vos réponses dans la rue Sanim. Bon, sincèrement, dit là, je ne sais pas. Bon, ça, franchement, je ne sais pas. D'accord. Non, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est ma première fois d'entendre qu'on fait une autopalpation. Je ne sais pas. Moi, par exemple, moi, je ne connais pas. C'est la première fois que les gens entendent ça. Donc, je ne sais pas. Non, je ne sais pas comment ça se fait. C'est pour voir si tu touches, si tu as au niveau de tes seins, s'il y a une boule. C'est ça, on peut savoir qu'il y a cancer des seins. Wow. Ouais, donc vous voyez que cette émission va aider beaucoup de personnes. Oui. Parce Je que je suis étonnée de savoir que sur toutes ces personnes-là, il n'y a qu'une seule qui sait. Et surtout, il y a des élèves parmi. Ouais. Enfin, ça veut dire que la sensibilisation doit aller jusque dans les écoles, dans les lycées pour en parler aux jeunes. Parce qu'en plus, ça arrive de plus en plus jeune. Il ne faut pas penser que ce sont les dames âgées, les mamans. Même les dames de 30 ans, de 25 ans, on en connaît d'ailleurs, qui vont peut-être intervenir dans cette émission, ont vécu ça. Donc il faut prendre ça vraiment au sérieux. Mais ne vous inquiétez pas pour vous qui ne savez pas comment on fait l'autopalpation des seins. C'est pas grave. Nous sommes là pour ça. On représente toutes les femmes et on va vous aider. Vous avez juste qu'à allumer votre télévision, mettre le numéro 204 du Bouquet Canal ou aller sur Facebook, sur la chaîne NCI. Nous sommes en live. Après, vous allez regarder la vidéo encore et encore et encore. Et pour l'instant, on va vous montrer une vidéo explicative de comment se palper les seins soi-même. On regarde l'élément. Pour réaliser une autopalpation satisfaisante, il faut déjà la réaliser juste après vos règles, puisqu'à ce moment-là, la glande mammaire sera plus souple. Ensuite, vous vous mettez donc devant votre miroir et vous allez déjà inspecter vos seins en vous mettant tout d'abord les bras le long du corps et les bras levés. Donc à l'inspection, qu'est-ce que déjà vous pouvez remarquer? On peut éventuellement remarquer une voussure, c'est-à-dire que si jamais il y a une masse, on voit la peau qui est un petit peu surélevée. On peut également remarquer ce qu'on appelle une ride cutanée ou un méplat. Parfois les tumeurs peuvent avoir un pouvoir d'attraction, et ce qui fait que vous avez une petite ride cutanée qui n'était pas présente avant. Il faut toujours faire un examen comparatif des deux seins, c'est-à-dire que si jamais vous avez un mamelon qui est un petit peu plus rétracté par rapport à l'autre côté, comme ici sur le mannequin, ça peut être aussi pour vous un signe d'alerte. De même que la couleur des mamelons, un mamelon un peu plus rouge d'un côté ou de l'autre, devra aussi vous inquiéter. Il faut également examiner la peau, puisque parfois on peut avoir un aspect de peau d'orange, ce qui est le cas ici sur le mannequin. Ça doit également vous inquiéter et vous faire consulter. Enfin, la dernière chose, si vous constatez que vous avez un sein qui est plus gros que l'autre et que ce n'était pas présent avant, vous devez également consulter votre médecin. Ensuite, on va passer à la phase d'auto-examen. Donc, vous allez vous auto-examiner. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous prenez essentiellement vos 3 doigts et il faut examiner un sein puis l'autre. Ensuite, il faut effectuer des mouvements circulaires au niveau de vos seins et il faut absolument plaquer en fait votre glande mammaire contre la paroi thoracique. C'est comme ça que vous arriverez à le mieux vous examiner. Alors vous allez sentir des choses, mais c'est simplement le plus souvent votre glande mammaire et l'important c'est de sentir éventuellement une boule quand vous faites l'auto-examen. Donc il faut faire dans un sens circulaire, toujours dans le même sens, et bien examiner cadran par cadran. Donc vous faites un sein puis l'autre, et ensuite vous pouvez également examiner l'aisselle.
Donc tout le monde a des ganglions au niveau de l'aisselle. Le tout est de savoir si vous en sentez un qui est éventuellement dur. Donc pour ce qui est de l'aisselle, il faut essentiellement crocheter l'aisselle à ce niveau-là et toujours plaquer les ganglions contre la paroi qui est dessous. Pour au mieux examiner l'aisselle, il faut que vous ayez les bras à 90 ou les bras levés. Ensuite, vous pouvez enfin examiner les ganglions qui sont juste au-dessus de la clavicule, juste ici, toujours en plaquant les ganglions contre la paroi sous-jacente. Enfin, vous pouvez également regarder si vous avez un écoulement au niveau des mamelons, soit regarder si vous avez une tache dans votre soutien-gorge, ou si jamais vous ne voyez rien de particulier, pressez les mamelons de chaque côté et regardez s'il y a quelque chose qui apparaît à ce moment-là. Voilà, donc... C'est très instructif. Hein. Ouais, Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Ouais, je ne savais pas qu'il fallait palper là aussi. justement, aller jusque-là, Jusque-là pour sentir. C'est pas que les boules, hein, Oui, c'est c'est pas que même les boules. le sein qui change de forme, etc. Exactement. Donc c'est vrai que Je sais pas qu'il faut avoir un vide aussi. ouais, une sorte de crevasse, Ouais, voilà, ça je existe, savais pas. ouais, effectivement. Ou la peau d'orange, Oui. la peau se contracte un peu. Ou alors qu'il y a un sein qui était plus ça, petit moi je pense que qu'il y a l'autre. tellement d'informations. Il y a beaucoup de Je choses, pense que hein. C'est mieux d'aller chez un de se gynécologue. regarder, de bien regarder ses seins en fait pour voir, pour détecter tous les petits changements. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Il y a tellement d'informations que c'est mieux en fait d'aller voir un gynéco. C'est ça. Et puis lui là, parce que quand tu as une forte poitrine par exemple et que tu appuies, tu as l'impression souvent N'arrive que pas. tu touches quelque chose qui n'est pas forcément une boule. Non, Tu ça. penses que c'est une boule, mais c'est ta glande, comme elle C'est l'a dit, ça, la glande de ma exactement. mère. Et peut-être que toi tu as pensé que c'est boule, donc ça pas dit. Mais Alors que surtout, le gynéco, il peut très bien te. Mais au moins chaque année, au moins faire une sorte de check-up, comme Ah on oui, dit. totalement. Aller voir un médecin qui prescrive au moins une radio mammaire qui va vous aider au moins mammographie, une fois par an pour celles qui n'ont pas eu De de toute façon, maladie. ça fait quoi. mal. Ouais. Moi, je me souviens, je suis allée voir mon Il gynéco. ne faut et pas je lui ai faire peur dit- nos sœurs. Le truc, c'est que moi, je suis allée voir mon gynéco, je lui ai dit, je veux faire une mammographie. Il dit, pourquoi? Je lui ai dit, non, je veux savoir si j'ai le cancer du sein. Il dit, non, je vais te palper d'abord et je vais Voilà, te et dire si. ensuite, on Et effectivement, il n'y avait pas lieu. Parce que la mammographie, tu vas mettre tes seins et puis on appuie. Oui, on appuie. Donc, il faut vraiment Moi, je aller- l'ai fait, ça fait pas si mal que ça. En Ah, tout juste cas, un tout petit peu. ça presse, quoi, ça presse, mais ça qu'après, fait ça pas dépend si de- mal ça que dépend ça. des poitrines Ça dépend aussi. de vos ça dépend de vos sensibilités à la douleur. Sinon, ça va. Mais les grosses poitrines, ça va faire mal. Hein. C'est clair, si... La glande est beaucoup Faites. plus énorme. C'est mieux franchement d'aller voir on aura une un autre gynécologue. émission. Faites-le franchement 2 fois par Exactement. année, même si tout va bien. On sait jamais. essaye les filles. Et pour les trucs, pour la radio, la mammographie, je pense qu'on aura un expert Oui. qui va Ouais. venir nous parler de ça. Mais Absolument. pour l'instant, on va aller à la pub et on revient pour parler des violences conjugales. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici et tout à l'heure on a parlé du cancer du sein et maintenant c'est le sans tabou avec les violences conjugales. Je vais accueillir nos invités qui vont nous entretenir tout au long de cette émission sur le sujet des violences conjugales. Je vais appeler Jean-François Yoma. La star des coachs. La star des coachs, ouais. Hein, le coach, hein. La Le star des coach national. Coach man. Tu en tout bon bas, hein, comme on Le dit. coach a hein. arrangé les costards, tu vois. Ouais. Oui, parce qu'il sait. Et déjà, il a fait Il tout connaît le bon bas, système hein. de l'émission. Oui, lundi on dira que lundi, c'est le jour le plus difficile. Franchement. Moi, je crois pas. Ça Ah doit bah être le jour oui. le plus sympa, Ouais, le je jour suis le plus d'accord. décontracté. C'est ça. Faut Ça démarrer se sa passe dans journée la avec tête. cette... Tu nous en diras plus. Alors, tu ne seras pas seule, tu seras avec cette actrice sénégalaise qui est de passage à Abidjan et qui a bien voulu venir passer du superbe temps avec nous. Parce que personne ne peut venir en Côte d'Ivoire sans passer chez les femmes d'ici. Alors, Fatou Jupiter. Alors, Fatou, ça va? Oui, Bienvenue. ça va. Merci beaucoup. Alors, Fatou, tu me disais tout à l'heure à la salle que les Sénégalais ne ratent jamais les femmes d'ici. Ah mais non, pas du tout. Ouais. Genre, vous adorez, quoi. T'imagines même pas comment je suis heureuse d'être ici. ça fait plaisir. Et comment on dit les Sénégalais, on vous aime, nous les femmes d'ici, on Ouais. vous aime. Comment on dit ça en Wolof? Bëgg nañ leen. Bon, j'ai essayé. Hein. Le Sénégal est doux. Sénégal neex na.
Ah, Sénégal, néerlandais. Bel accent, n'est-ce pas? Fatou, est-ce que au Sénégal, tu sais comment les violences conjugales, il y en a beaucoup, il y a plein de personnes qui s'en plaignent, les femmes parlent ou pas, comment ça se passe? En tout cas, on en parle. Ouais. C'est devenu vraiment de moins en moins un sujet tabou. Okay. J'ai participé moi-même en tant qu'ambassadrice des Nations Unies à une vaste campagne Oranger le monde, justement, qui cherchait à faire parler, à faire témoigner et surtout à mettre en place un système où les victimes pouvaient anonymement témoigner, recevoir de l'aide et entendre le message qu'on vous croit. Parce que c'est assez sensible. Okay. Avec le coach, on va essayer d'abord de savoir c'est quoi les violences conjugales, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est seulement quand on te tape, mais c'est pas forcément quand on te tape. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les violences. Il y a énormément de choses qui rentrent dans les violences conjugales et je vais peut-être commencer par comment tu as vécu aujourd'hui. Merci. C'est-à-dire que si vous faites attention déjà à la façon dont une personne dans votre environnement, dans votre entourage s'habille, par exemple là, ce matin, tu es gothique. Ah bon? Et en général, ça traduit un état intérieur. C'est ça. Donc des fois, les souffrances intérieures que nous n'arrivons pas à extérioriser peuvent transparaître sur notre façon de nous maquiller, sur notre façon de nous vêtir. Et les gothiques, par exemple, ils traduisent un état de souffrance intérieure en portant du noir. Exactement. Et ça part du vêtement, ça part de certaines bagues, de certains bijoux qui rappellent un peu la mort, qui rappellent un peu l'environnement funeste. J'avoue que c'est fait exprès aujourd'hui. Voilà. D'habitude, c'est pas mon truc. C'est fait exprès. C'était pour envoyer un message fort. Exactement. Pour dire qu'aujourd'hui, on Donc, parle la personne qui est victime de violence s'assombrit progressivement. Ouais. Son univers s'assombrit progressivement. C'est quelqu'un qui va être cloîtré, qui va changer sa façon d'interagir avec le monde extérieur. Alors, quand on parle de violence conjugale, on parle de tout type de violence d'un conjoint à l'égard d'un autre où il y a un rapport de domination. Voilà, il n'y a pas rapport d'égalité, mais il y a un rapport de domination. Et la violence peut être à la fois psychologique, elle peut être verbale, elle peut être liée à des privations. Donc, je prive le conjoint ou la conjointe de quelque chose. Elle peut être liée à de la manipulation. Donc, j'ai des informations sur le partenaire ou la partenaire et puis je peux le faire chanter ou la faire chanter. La violence peut aller jusque parfois au fait de retirer à l'autre sa protection, par exemple. Le fait de retirer à l'autre un certain nombre d'avantages. Donc, vous voyez que quand on parle de violence conjugale, parfois, ça va même jusqu'aux violences sexuelles. Parce que ne vous imaginez pas que le simple fait d'être l'époux ou l'épouse de quelqu'un vous donne le droit d'avoir des rapports sexuels avec lui ou elle sans son consentement. Ouais. Et quand on dit ça, des gens sont offusqués, ils sont étonnés, ils tombent de haut, ils se disent « mais attends, c'est mon épouse ». Ben oui, c'est ton épouse, mais son corps est inviolable. Ça fait partie des principes. Moi, j'ai une question. Dis-moi. J'ai dit, garçon, quand il vient te draguer, là, c'est joli, c'est doux, il sort avec toi, c'est bien. Et puis maintenant, quand affaire de mariage arrive, là, c'est là maintenant que son vrai visage sort. Oui. Donc, en tant que femme, là, comment on peut réussir à déceler ce type de personnalité-là, comme on dit, narcissique, violente, avant même qu'on puisse, comme on dit, rentrer dans une affaire de mariage? Il faut dire, Aurélie, c'est très difficile de discerner tout de suite comme ça un violent ou une violente, mais il y a un psychologue du nom de Michael Johnson, pas Jackson, hein? Michael Johnson, qui a établi en fait deux types de violences conjugales. Il parle de la violence qui est partielle. Ça veut dire qu'on ne s'est pas entendu sur quelque chose et puis paf, le ton de la voix est monté et puis on a crié et puis on s'est pris la tête, qui ne considère pas vraiment comme une violence conjugale. Et puis il parle de l'autre côté d'une violence qui est, elle, beaucoup plus permanente, qui est systémique en fait et qui s'installe progressivement. Alors quel est le profil en fait du violent conjugal? Eh bien, c'est d'abord quelqu'un qui a une souffrance personnelle. Il a un manque d'estime de soi, il ne se fait pas confiance, il a un problème avec son image de lui-même. En fait, c'est tout le corollaire de la confiance en soi. Vous devez savoir que la confiance en soi, c'est un peu comme des feuilles superposées. Au-dessus, vous avez la confiance en soi, vous avez l'estime de soi, vous avez l'image de soi et l'affirmation. Et l'affirmation. Donc, pour que quelqu'un devienne violent, ça ne vient pas subitement. Il commence progressivement. Ça commence déjà par le regard. Donc, faites attention. Il a un regard qui est menaçant. Mais vous ne faites pas attention, justement. Il a des réactions qui sont abruptes. C'est-à-dire que c'est des réactions qui n'ont strictement rien à voir entre celui que vous connaissez
et celui que vous découvrez. Et juste après, il se retracte, il s'excuse et il se confond en excuses. Et des fois, en général, ils ont des propos menaçants. C'est-à-dire, dès le départ, ils ne sont pas violents, comme ça, ils ne passent pas à l'acte, mais ils vont te dire, toi, fais attention à moi, tu ne me connais pas. Mais tu vas voir. Continue comme ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Et quand ils commencent par te dire ça, il faut faire très attention parce qu'en général, ils ne tardent pas à te porter main. Ça peut être une gifle, ça peut être sur l'épaule, ça peut te tirer les cheveux. Mais là, déjà, Reda, tu es dans le verbal et tu es dans la gestuelle. Ouais. Mais comme je dis, ça commence par des choses auxquelles on ne fait pas attention. C'est ça. C'est un regard, c'est un changement de son attitude. Parfois, quelqu'un qui tremble quand il vous parle d'une certaine façon, ou qui casse des choses autour de vous, ou qui va, par exemple, lui-même se violenter, parce que ça commence comme ça aussi. C'est vrai. Il va cogner le mur lui-même. Donc, en fait, ça veut dire que la prochaine personne, la prochaine fois, ça ne sera pas le mur. La prochaine fois, ça sera vous. Je veux juste rajouter quelque chose sur ce qu'Aurélie a dit, parce qu'elle disait qu'en tant que femme, comment est-ce qu'on fait pour savoir? Il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement, savent que leur partenaire est violent avant le mariage. Mais nous, les femmes, on a tendance à se prendre pour des super-héroïnes. On peut changer la personne, notre douceur va peut-être déteindre sur lui. Et on s'engage dans des relations comme ça, où on se fait battre. Et puis, finalement, on n'a plus le courage de dire, parce que vu qu'on savait déjà, on a la culpabilité, on se dit, mais c'est une information que j'avais, mais j'ai choisi volontairement de la cacher pour me marier. Et après, on l'excuse, on lui trouve des excuses à tout ce qu'il a fait. Jean, c'est ma faute. C'est ma faute. Fatou, est-ce que tu connais un peu ce profil-là de personnes? Moi, ça me fait penser encore à cette campagne où on avait établi en fait une grille pour dire que si dans la relation, vous vous sentez en danger ou au détour d'une conversation qui a l'air banale, vous avez senti, même si ce n'est pas de la violence verbale, physique, vous vous êtes senti soit rabaissé, diminué, ce sont des signes. En fait, c'est montrer les signes. Parce que je pense que ce qui fait qu'on arrive après à cette explosion des coups, les violences et parfois voilà, des blessures, etc., c'est qu'on n'a pas, on ne détecte, on minimise. C'est ça. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup apprendre aux femmes à reconnaître que ça, ce sont des signes d'une relation pas normale, déjà. Voilà, pas normal. C'est ça que coach est en train de nous dire. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'en Afrique, ou on dirait en Côte d'Ivoire, ça paraît normal de voir un homme frapper une femme. Non, c'est plus normal maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des jeunes filles qui ne savent pas et qui disent, même avec le langage ivoirien, mais ça fait quoi si mon gars m'a coto? Mais il faut qu'il me cote, c'est parce qu'il est fond de moi qui m'a cote. Non, mais ça paraît pas normal. C'est pas normal. Il faut justement que ces personnes, qu'elles sont victimes. Parce que là, elles acceptent parce qu'elles se disent qu'elles aiment et que c'est parce qu'ils m'aiment qu'ils le font. Mais c'est pas de l'amour, en fait. C'est de la destruction intérieure. Parce qu'après, il te détruit et tu te retrouves très fragilisé par cette situation. OK. Alors, coach, ce que moi, maintenant qu'on a établi un peu tous les signes qu'il y a... Pas tous, hein. Il y en a beaucoup. Plus ou moins, voilà. Mais malheureusement, on ne pourra pas tous les citer, mais on sait déjà qu'elle n'est pas juste physique. Oui. C'est ça le plus important. C'est très important. Quand tu es dans cette situation et que tu écoutes cette émission, cette femme qui va écouter cette émission aujourd'hui et qui va reconnaître certains signes, elle va se dire, OK, je pense que là, je me sens concernée. Qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, il faut savoir qu'ils ont un mode opératoire. Et ce mode opératoire, il est en 4 étapes. Il y a d'abord l'attention. L'attention, c'est ça, c'est ce que Aurélie explique, c'est ce que Didier explique. C'est-à-dire qu'on est dans une conversation, on est dans un échange et on est parfois dans des choses très banales. Donne-moi une assiette ou donne-moi un truc, et puis ça part tout de suite, en fait. Donc, il y a la phase de tension. La deuxième phase, en fait, et qui, pour moi, et pour la plupart, en fait, des personnes qui font le métier de relation d'aide, permettent d'expliquer pourquoi une femme ou un homme peut rester longtemps, parce que c'est la question que tu te poses. Pourquoi tu es resté tout ce temps? Eh bien, c'est dû à la deuxième phase. C'est la phase, en fait, de justification. C'est-à-dire que la violente va avoir tendance à créer un sentiment de culpabilité. C'est ça. En fait, tu vois à quoi tu m'as amené, tu vois juste où tu m'as poussé. C'est un peu comme si c'était ta faute que j'en sois arrivé là. Et puis la troisième étape, ce qu'on appelle la lune de miel, c'est-à-dire que c'est vraiment une étape dans laquelle il va essayer d'être le meilleur mari ou la meilleure femme possible. C'est ça, genre la carotte et quoi. Exactement. Donc, en fait, il va créer un univers dans lequel il est tellement désolé et des fois, la victime a le sentiment qu'elle a quelque chose à faire pour le sortir de là. Ça s'appelle le triangle de Karpman. Dans ce triangle-là, il y a le persécuteur, il y a le sauveur et la victime. Donc, tu ne te rends pas compte, en fait, que c'est le chien qui se mord là, qu'il crée cette façon de faire. Et après, il rentre dans son coin. Il peut même aller se mettre au coin de la maison. Il peut commencer à dire des paroles comme
je regrette de t'avoir introduit dans ma vie. Ouais. Tu vois, c'est pas la vie que je veux pour toi. Tu mérites mieux. Il va sortir des choses comme ça et il va se faire victime, en fait. Mais Fatou, pardon de te couper, coach, mais je voulais juste rebondir justement avec ce que Fatou disait. Est-ce qu'au Sénégal, il y a des solutions, comme je dis, que vous avez mis en place pour sortir ces femmes? Et quelles sont les astuces que vous avez imaginées pour qu'on puisse justement récupérer ces femmes-là et qu'elles commencent une nouvelle vie, je veux dire? Alors, il y a pas mal d'associations, une association de juristes d'ailleurs qui fait beaucoup un bon travail d'accompagnement juridique. Il y a ces groupes anonymes où on peut témoigner, où il suffit... Il m'a semblé, je ne suis pas sûre, qu'il y avait un numéro vert où on pouvait appeler. Il y a un numéro d'écoute, ça c'est clair, c'est établi, ça fait 2-3 années qu'il y a un numéro d'écoute et aussi un numéro où on peut signaler. Si on pense qu'une femme, ses enfants, etc., peuvent être en danger. Des violences. Mais moi, j'aurais une question au coach, parce que c'est une question qui m'interpelle énormément. Est-ce que les violences conjugales ont à voir avec des violences qu'on rend normales et que peut-être on aurait subi dans l'enfance? Parce que je crois que on a tendance à banaliser la violence et que les enfants reproduisent ce qu'ils ont vu. Chez leurs parents. Bonne question. Très bonne question. La plupart des personnes, justement, qui vont soit être auteurs de violences ont été elles-mêmes, parfois dans leur enfance, soit dans des systèmes où elles ont vu cette violence se perpétrer, le père à l'égard de la mère, soit dans une manière de parler. Vous savez que 2/3 de notre personnalité se construit en fait dans notre univers familial. Donc c'est ça, ce qu'on a vu. Mais parfois, ce sont les violences qu'on a subies. Donc parfois, les parents ne se rendent pas compte, mais on est très violent envers nos enfants. Quand l'enfant n'a pas eu un bon résultat, on lui sort des paroles. Quand l'enfant a fait quelque chose ou quand on n'est pas soi-même content de sa vie ou d'un certain nombre de choses, on dépose tout ça sur la tête de l'enfant. Donc un environnement familial violent va engendrer des enfants violents. Et ce sont les enfants violents qui deviennent des adultes plus tard violents. Mais de l'autre côté aussi, il faut se poser la question, pourquoi certaines personnes acceptent ça? Eh bien parce que justement, on peut soit, quand on sort de cet environnement, devenir bourreau ou victime. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a des personnes qui vont finir par se réfugier auprès de personnes, ça s'appelle le complexe de Peter Pan, Ils vont se réfugier auprès de personnes qui vont finir par devenir leurs victimes. On parle, alors ça développe tellement de choses psychologiques, on parle aussi du syndrome de Stockholm, où finalement la victime finit par aduler en fait son bourreau et elle défend en fait cette personne-là. Eh bien pourquoi? Parce que je vais terminer avec la 4e et dernière étape, qui est la réconciliation. La plupart du temps, ces personnes violentes-là, ce sont des séducteurs fins. Donc, il sait réconcilier, il sait créer des promesses, des choses qu'il ne refera plus jamais. Il peut aller même jusqu'à dire, la prochaine fois que ça se passe, tu peux partir. Ouais, c'est ça. Et puis c'est faux. Voilà. C'est-à-dire qu'il te met dans un état dans lequel tu ne peux pas croire que ça va encore arriver. Se reproduire. Or, malheureusement, voilà ce qui se passe dans la tête. Vous savez, si vous tapez une personne et que la personne accepte, le cerveau enregistre ce qui s'est fait comme n'étant pas grave. Donc la prochaine fois, la tape que vous allez recevoir sera plus forte. En fait, chaque fois, ça va être un peu plus fort. Sauf que celui qui tape ne se rend pas compte. Donc ça, c'est déjà grave. La première fois où vous prenez une claque, c'est la claque de trop. C'est grave. Parce que la seconde fois, ça sera toujours plus grave. Et vous allez vous rendre compte est-ce que celui qui reçoit aussi, celui qui violence. reçoit la tape, son cerveau a enregistré que ça, tu peux tolérer? Merci. Non, le problème, malheureusement, c'est que tu reçois la claque, tu as mal, tu as tout ce que tu veux, mais comme tu es dans un environnement où tu as en face de toi parfois quelqu'un c'est un psychopathe parfois, c'est quelqu'un qui est malade. Psychologiquement, en fait. Ce que tu as à faire, ce n'est pas de le comprendre. Ce que tu as à faire, c'est de le signaler pour qu'il soit aidé. C'est ça. Oui. Ou alors, des fois, ce qui se passe, c'est que quand il te gifle ou il te tape, et que, bon, tu es fâché, dès que vous réconciliez, je vais te taper comme un petit truc que j'ai fait là. C'est ça, il a tendance à banaliser son acte. Je te tape, toi, tu peux t'arrêter là pour parler. Et en fait, tu te dis, finalement, tu as eu mal, mais comme la douleur passe très vite, bon, tout ça, ça existe. Exactement. Et est-ce que dans ce genre de cas aussi, les hommes utilisent, en parlant de violence, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas forcément que des violences physiques, il y a des violences psychologiques. Est-ce que ce genre de personnes-là utilisent des choses contre toi, c'est-à-dire des défauts au moment où ça ne va pas là. Cette personne-là vient et dit, toi-même c'est comme ça que tu fais, et puis toi tu parles comme ça aujourd'hui. Est-ce que ça peut arriver aussi? C'est un type de violence psychologique? On est clairement, Aurélie, dans un cas de violence conjugale lorsque le partenaire utilise une information
qu'il ou elle sait de vous et l'exploite en fait pour vous faire chanter. Du mal ou faire chanter. Donc psychologiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait souffrir en fait psychologiquement. Et ce sont les formes les plus graves. C'est vrai. Un coup, vous le voyez, un bleu, vous l'observez, mais quand c'est à l'intérieur, on détruit la personne à petit feu et des fois, ça va jusqu'au suicide. C'est-à-dire que la personne peut vous pousser progressivement au suicide, la personne peut vous pousser à perdre toute confiance en vous. Il y a des femmes, aujourd'hui, qui ont perdu totalement confiance en elles parce que tout ce qu'elles disent, ça ne vaut rien. Tout ce qui vient d'elles n'est pas intelligent. On les traite même d'idiotes. Et on est dans un schéma dans lequel on a l'impression qu'on ne sait rien faire du tout si ce n'est pas le mec. Et je le dis, il faut qu'on équilibre le propos parce qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes de violence. De ce type de violence-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est victime de violence? Mais je ne vais pas vous laisser répondre parce qu'on a posé la question aux Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est victime de violence conjugale? Et on vous écoute. On doit aller porter plainte contre les personnes qui font ça. C'est pas du tout facile. Souvent, il faut tolérer. Souvent, on nous dit qu'il faut tolérer. Tolérer, tu vas mourir dans ça là. Je ne peux pas accepter. Donc, pour la solution, c'est quoi? C'est d'aller porter plainte contre ceux qui maltraitent les femmes là. Voilà, merci. Ah, c'est mon mari me frappe là. En tout cas, ça là, il y a le convoquer. Maintenant, on ne fera plus les femmes. Il faut qu'il y ait l'attente. Ça ne va pas là, c'est vous pour discuter, on ne fera plus maintenant la femme. Si tu m'as frappé, elle te convoquer. Il faut juste se plaindre à la police. Vous payez, c'est la solution? Ça dépend. Hein. Ça dépend de comment tu vis la chose. Et si on ne souhaite pas, si vous êtes dans ce cas, qu'est-ce que vous faites vous? C'est pas possible. Elle peut aussi porter plainte contre ce mari-là aussi. Elle doit dire à la police, dire au commissariat qu'elle est victime. Pour qu'on puisse, on puisse le convoquer au commissariat pour qu'il s'explique, pour lui donner des menaces et autres. S'il ne veut pas arrêter, bon, on peut l'emprisonner pour ça aussi. Alors, on voit un peu à l'unanimité que les femmes disent, ça a l'air facile. Oui, facile. Pas tout. Est-ce que dans les faits, voilà, parce que moi j'ai l'impression qu'on est une société assez tolérante et c'est même pas qu'en Afrique, hein, je veux dire, on se rend compte qu'ailleurs le féminicide tue énormément et on est vraiment très tolérant à c'est une petite dispute, on n'arrive pas à mettre la frontière alors que je pense que, comme le disait tout à l'heure le coach, une gifle, c'est une gifle de trop. Mais le pire en fait, c'est qu'aujourd'hui les familles font partie intégrante du couple. Et quand il y a des violences conjugales, on a tendance à dire c'est deux familles qui se sont unies, donc il faut trouver une solution à l'amiable, il faut en discuter, il ne faut pas porter plainte. Et au-delà de ça, même, il y a des femmes qui ont, pour leur mariage, représente toute leur vie, en fait. Elles n'ont pas de travail pour la plupart, elles ne peuvent pas se prendre en charge. Et quand elles sont victimes de violences conjugales, elles n'ont nulle part où aller. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de centre qui va accueillir des femmes, par exemple, qui souffrent, qui sont victimes de violences conjugales. Donc, finalement, tu te dis, quand tu vas en famille, on te dit, retourne chez ton mari, tu es obligé de subir. Et pire encore, la police même, quand tu dis que tu vas aller porter plainte à la police, le policier même te regarde et puis te dit, ma chérie, c'est affaire de foyer, il faut repartir. Combien de femmes se sont suicidées en France qui sont mortes? Si je ne me trompe pas, de la famille et de l'enfant, il y a des cellules de crise qui existent. Oui, il y en a. Il y a la Ligue aussi, il y a l'association La Ligue. Il y a les assistants sociaux et tout ça. Oui, mais ils sont, je pense, formés à ça. Mais il faut faire déjà le mouvement vers... Mais le problème, en fait, c'est ce que coach dit, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'elle dit, c'est que même quand tu pars, tu restes où? Parce qu'il n'y a pas de cellule, il n'y a pas d'endroit de centre pour te garder, genre une semaine, un mois, pour que, le temps que tu puisses te refaire, te reconstruire. Et pour ça, imagine qu'ils n'ont pas de parents ou que leurs parents leur disent va chez ton mari. Tu ne peux pas rester dehors, tu es obligé de partir. Il y a des associations qui travaillent dessus, en tout cas. Le pire, c'est les familles qui diront, ou bien la personne qui va t'héberger, quand on va lui demander, oui, son mari l'a frappé 1 ou 2 fois. Là. Et ça, elle ne veut pas se retourner dans son foyer, une paresseuse comme ça. Au lieu de dire que peut-être qu'elle a un gars dehors, il y a toujours des gens qui vont mal interpréter. Malheureusement. Parce que c'est ce que je disais, c'est ancré dans les mœurs. Les gens pensent que c'est normal. On m'a frappé parce qu'à cause de ma rivale, on m'a tapé parce que je n'ai pas fait la cuisine, on
m'a crié dessus, on me traite on me dit tu vaux rien, tu n'es pas une femme bien, tu sais pas éduquer tes enfants. Tout ça, c'est psychologiquement, ça tue la femme. Et aujourd'hui, on doit se réveiller. On doit se réveiller. C'est pour ça que je dis que cette émission est très, très bienvenue, parce que dans cette émission, on a ce qu'on appelle « Je suis la bosse ». Vous voyez toutes ces dames qui commencent de rien et qui arrivent à s'en sortir. Parce que déjà, quand tu n'as rien, qu'on te frappe une fois, deux fois... Tu vas aller où? Tu vas aller où? Qui va voir souvent, il y a des parents même qui te chassent. Qui va te nourrir, toi et tes 5 enfants là? Il faut te retenir chez ton mari. Il faut accepter, il faut attraper ton cœur. C'est comme ça les mamans ont accepté. Et puis s'ils te frappent, certains parents me diront que c'est parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Ça dépend, hein, vous êtes d'accord? Sinon, il ne peut pas s'élever bêtement pour te frapper. Mais je crois en fait le problème. Il faut faire attention aussi. Ce n'est pas qu'une question de précarité, hein. Ce n'est pas qu'une question de pauvreté. Je pense que c'est vraiment beaucoup un rapport mental d'abord. Moi, j'ai pu voir des cas où des femmes à certains postes de responsabilité... mais victimes de violences, surtout psychologiques, d'un mari qui les fait douter, qui met la pression pour rentrer, etc. Et elles vivent une situation qu'elles ne peuvent, à la limite, presque pas raconter parce qu'elles sont connues, parce qu'elles ont un certain statut. Donc, parlons justement de personnes connues qui vivent des violences conjugales. On a la danseuse Jenny qui a osé enfin dénoncer son époux, enfin son fiancé, qui la battait. Didja va nous en parler, donc il y a débat sur le net. Donc, il s'agit de la danseuse congolaise Jenny BSG sur Instagram qui, en janvier 2021 déjà, avait fait un post sur son profil Instagram en disant « L'amour et le respect ne se forcent pas. Dans mon expérience, j'aurais au moins compris qu'il ne sert à rien de se battre corps et âme pour changer un homme. Au fond, au final, c'est lui qui décide de changer ou pas. Je suis célibataire. » En fait, elle avait annoncé pour dire que son copain la battait et que donc elle décidait son visage, elle décidait de rompre en fait sa relation. Ce cycle-là, oui. Après ça, il a demandé pardon, il a même fait une demande en mariage, tout ça, et ils sont revenus ensemble pour dire que c'était, qu'il avait changé, pas un buzz que les fans ont extrapolé. Donc, encore une fois, tu fais un post pour dire que tu es victime. Tu as toute la toile qui se mobilise parce qu'elle a des centaines de milliers de fans pour faire des reproches à son copain et tout. Et toi, derrière, tu fais une vidéo avec lui et tu dis non, les fans ont extrapolé, c'était juste une broutille, c'était pas grand-chose. Donc, il y a déjà que nous-mêmes, on arrive à minimiser en fait la violence. Et ce qui se passe, c'est que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. 8 mois plus tard, il abat à nouveau et c'est là où vous voyez son œil. Elle a la bosse à l'œil. Oh là là. Voilà. Et donc, elle a fait un message en disant, je crois que c'était un message de groupe, « Il m'a encore battu ». Ça veut dire que c'est récurrent. Ça veut dire qu'elle subit une violence et apparemment, son copain ne fait rien. Il est tout le temps à la maison. Limite, elle s'en occupe. Et donc, l'ex-femme et mère des enfants de ce dernier-là a fait un direct en disant, « Oui, moi, il m'a plusieurs fois battu devant ses parents, devant ses frères. Tout le monde sait qu'il est violent. » Et donc, lui, il fait un live derrière pour se justifier en disant non, c'est... de poule. Non, pas l'éclairage, c'est le stabilisateur d'une caméra qu'il a cogné. Mais le stabilisateur d'une caméra qui est posée va arriver comment sur l'œil de quelqu'un? Mais ça dépend, les stabilisateurs qui marchent. Et cette fois-ci, en fait, elle a décidé, elle a dit je vais plus me taire, c'était le coup de trop. Je ne veux pas rester mourir. Je prends la parole, j'ai une plateforme, au moins je peux sensibiliser d'autres femmes, donc je le dis. Et la justice va finalement s'occuper de cette histoire. Donc voilà, encore une fois, une femme qui, aujourd'hui, elle a osé partir. Je suis très contente parce que la première fois, elle a dit non, c'était une broutille, c'est une petite dispute de couple, ça arrive. Et c'est comme ça que la plupart des personnes pensent aujourd'hui, non, c'est normal, on se dispute dans le couple, on minimise, on laisse tomber, on laisse tomber, on pardonne. C'est là où j'expliquais l'impact du manque de confiance en soi de votre partenaire sur l'escalade à la violence. Si vous analysez attentivement la vie de cette jeune dame, vous verrez que derrière, il y a eu une grosse période de hausse en termes de buzz, en termes d'importance que sa carrière a pu prendre. C'est à son retour des États-Unis, quand elle revient des États-Unis après quelque chose de magnifique qu'elle a réalisé. Donc, chaque réalisation sociale rappelle à cet homme-là, en fait, ce qu'il n'est pas encore. Donc, une des façons une des façons de la faire redescendre... C'est une sorte de petit jaloux. Une des façons de la faire redescendre, c'est de lui taper là-dessus. C'est ça, de se dire, devant tout le monde, elle est adulée, mais devant moi, t'es personne. Donc déjà, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est une jalousie, c'est même pas la jalousie. Je ne veux pas jouer l'avocat du diable. De la carrière de la dame. Oui, c'est ça. Je ne veux pas jouer l'avocat du diable. Ouais, dis-nous. Mais il y a certains hommes qui disent que oui, moi là-bas, je suis
calme, mais c'est ton caractère qui fait que tu me rends nerveux. Parce que sinon, moi, là, je suis calme. Donc, c'est parce que tous les jours, tu cries, tu cries à la maison, tu fais des histoires et tout. Donc, là, un jour, là, je t'ai frappé pour ça. Donc, en général, qu'est-ce qu'il faut répondre à ce genre de... C'est pas un homme, je suis désolé. Coach, tu veux que j'augmente ton micro pour que... Non, c'est pas un homme. C'est pas du tout un homme. Parce que ne faites pas la différence. C'est un homme. Je vais vous aider à comprendre quelque chose. On est de sexe masculin, mais on devient un homme. Bien sûr. Vous comprenez? Devenir un homme, c'est un processus de maturité. C'est un processus de développement. Quand vous êtes un homme, la maîtrise de soi, le respect de la femme, c'est des choses que vous devez apprendre. D'accord? Ça doit faire partie de votre éducation du mâle alpha. Si vous n'êtes pas encore arrivé au stade de comprendre que répondre par la violence, se lever et taper, ça ne fait pas partie des choses qu'on doit faire, vous n'avez pas le droit, et ça je le dis en regardant la caméra, vous n'avez pas le droit d'être en relation avec qui que ce soit. Et ça, c'est très important. C'est très bien compris. Merci. Yasmina, dis-nous. Alors, j'ai perdu même... Cette émission parle particulièrement à Yasmina parce que tout le temps, elle a dit ici qu'elle a été victime de violences conjugales, elle a été battue. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment une manière pour elle d'exprimer aussi. C'est pour ça qu'elle ne pose pas de questions, elle donne que des conseils. Mais on te fait son coaching. Elle a vécu ça et elle est mieux placée. Au départ, j'acceptais. Au départ, j'acceptais parce que je voulais tellement me marier. Et j'étais amoureuse, donc je voulais vraiment me marier. Au départ, j'acceptais, je mettais ça sur le compte de l'alcool, où je me disais peut-être que je me suis mal tenue, il n'a pas été content. Et c'était vraiment pour des broutilles. Pourquoi, lorsqu'on était dehors, tu regardais ce monsieur, je ne vais pas baisser mon regard. Donc vraiment pour des petites choses. Et j'acceptais. J'acceptais parce que j'avais dit à toutes mes copines que j'allais me marier. J'acceptais parce que c'était un challenge, comme vous savez, les femmes, à un certain âge. J'étais jeune, mais je voulais me ranger. Et je peux vous dire que ça a pris du temps. Mais je ne suis pas partie tout de suite. Jusqu'au jour où je me suis évanouie et que je suis rentrée dans un coma. Wow. Je pense que c'est à mon réveil que j'ai compris que ma vie était en jeu. Et les autorités du pays dans lequel j'étais m'ont dit, si vous ne voulez pas partir, nous, on vous arrache votre enfant. Et c'est là que je me suis réveillée. Je me suis dit, je ne vais pas perdre mon fils. C'est pour ça que je dis qu'il y a des femmes qui pensent que c'est parce que moi... Dans notre enfance, on a vu peut-être ta mère, on a battu ta mère. Toi-même, quand tu ne travailles pas bien à l'école, on te frappe. À 18h30, tu rentres pas, on prend la chicotte, la queue de bœuf à la mosquée, on te chicote, ou bien c'est le fil du courant. Donc, du coup, toi, frapper, c'est quelqu'un qui aime qui frappe. C'est normal. C'est parce qu'il m'aime qu'il veut de moi qu'il me frappe. C'est vrai. Et pour une fois, je tombe sur un homme qui m'aime vraiment parce qu'il veut tellement de moi qu'il me frappe. Parce que tu as vécu ça. C'est la culture. Pendant ton enfance, pour toi, c'est des choses qui sont normales. Mais quand maintenant, ça va atteindre ton enfant, c'est là que toi, tu es obligé de te réveiller. Et donc, je disais il y a quelques jours ici que moi, frapper les enfants, c'est vrai que la Bible dit n'éloigne pas le bâton de ton enfant, mais on ne dit pas non plus de frapper l'enfant au point de le rendre malheureux. Tout le temps, oui, c'est ça. Il faut punir l'enfant, c'est beaucoup. Si on peut nous-mêmes, à notre niveau, arrêter de frapper, parce que de boxer l'enfant, de le rendre malheureux, moi je me rappelle que quand j'allais à l'école, dans mon enfance, j'avais des bleus, mais mon bleu blanc, j'avais des bleus partout. Et une fois, j'ai tellement pas pu m'asseoir. J'étais dans une école, donc on m'a fait voir la psychologue de l'école parce que j'étais aussi battue. Donc c'est un processus. Donc j'ai trouvé normal que cet homme-là me frappe parce que j'ai vu ma mère... En fait, il faut que ça parte depuis l'enfance. Il faut vraiment qu'on comprenne que c'est pas normal. C'est pas parce qu'on a frappé ta maman, c'est pas parce qu'on a frappé ta tante que toi, tu dois te laisser faire. Il faut même une sensibilisation. Il faut sortir de là. Il faut oser parler. N'aie pas honte de dire ça à ta voisine. N'aie pas honte d'en parler à ta sœur. Sors de là, ma sœur. Tu es en danger. Parce qu'il a mort, on peut te frapper, tu peux tomber sur la tête. J'ai envie de pleurer parce que ça m'énerve. Tu peux tomber sur la table et on peut te tuer. Sors de là. Moi, j'ai souffert. On sait. Et je ne veux pas voir une femme souffrir, en fait. Oui, je comprends. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est très bien. Et... On m'a dit que c'est à cause de moi qu'on me frappait, que j'avais peut-être un mauvais caractère, je sais pas. Mais c'est pas vrai. On va partir à la pub et on va se retrouver tout juste après. Wow. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. On a dû partir en pub en catastrophe parce que ce sujet est tellement lourd, ça ramène tellement de souvenirs, surtout pour notre très chère Yasmine qui l'a vécu. Je rappelle que nous parlons des violences conjugales et aujourd'hui nous sommes avec le coach Yoman Jean-François qui est coach matrimonial et Fatou Jupiter Touré, actrice et qui a aussi été ambassadrice des Nations Unies pour une campagne contre les violences faites. Contre les violences, justement. Donc voilà, tu es bien placé pour parler de cela. Alors, coach, aujourd'hui, il faut qu'on aille dans le concret. Moi, j'ai 2 questions, mais très importantes. Quand on parle de minimiser la gifle, aujourd'hui, il y a des femmes qui disent « mon mari m'a tapé une seule fois
après, il n'a plus jamais recommencé. Donc, si j'étais partie là, j'allais perdre mon mari. On est d'accord. Est-ce que quand on tape une fois, ça veut dire qu'on va taper 2 fois? Non, quand on tape une fois, ça ne veut pas dire qu'on va taper 2 fois. D'accord. Mais quand on tape une fois, ça veut dire que déjà, le sujet doit être sur la table. Ça veut dire que déjà, il faut qu'on échange par rapport à ça. OK. Parce que ça peut être la première fois que tu me tapes, moi, mais ce n'est pas peut-être ta première fois de taper. Quelqu'un. On est d'accord. Donc, sur ce point spécifique-là, comme je l'ai dit au départ de l'émission, il y a 2 violences qui sont distinguées. Les violences passagères, qui sont liées à des incompréhensions, qui font que l'escalade monte tout de suite, mais on n'est pas obligé d'en arriver là. L'autre chose importante que je veux vraiment dire ici, sur ce plateau, c'est de faire très attention à cette forme de déviation sexuelle appelée parfois des personnes maso. Parce qu'on fait très difficilement la différence entre une personne maso et une personne en fait, qui est en train d'être victime de violence ou qui est dans l'acceptation de cette violence-là. Ça n'a strictement parfois rien à voir. En une phrase, en 1 minute, tu peux développer rapidement. Mais déjà, il faut savoir très clairement qu'une personne qui a une déviation sexuelle de ce type-là a un problème. Et qu'il ne faut pas l'encourager dedans. C'est pas un fantasme. Il ne faut pas l'encourager dedans parce que la personne a un problème avec ça, avec la violence. Donc, sans vous rendre compte, elle vous invite à de la violence, sauf qu'elle ne peut pas maîtriser après ce que cette violence-là peut devenir. Et c'est vous qui serez finalement coupable si quelque chose se passait mal. Donc, si vous avez un partenaire ou une partenaire qui a ce type de comportement, attirez son attention là-dessus. Il peut y avoir d'autres façons de vivre ces tendances masochistes sans être frappé ou sans être violenté. D'accord. Alors, donc, une femme qui est victime de violence conjugale aujourd'hui, comment est-ce qu'elle part? Tout en sachant qu'il n'y a pas de centre pour l'accompagner, ses parents peuvent lui dire « retourne dans ton foyer ». Qu'est-ce qu'elle fait en réalité? Parce qu'elle sera seule face à elle-même. OK. Alors, sur ce fait précis, comme je dis, il n'y a pas de règles établies, mais je vais dire que l'intuition est quelque chose de fondamental. Comment l'intuition va devenir fondamentale? Eh bien, comme je dis, dès qu'il y a une première étape, on s'assoit et on en parle. On parle de quoi? Ton passé. Est-ce que cette situation-là, tu ne l'as pas encore vécue ou tu ne l'as jamais vécue? Est-ce que c'est la première fois? Si c'est la première fois, OK, on établit une règle. Plus jamais, tu ne lèveras la main sur moi. La prochaine fois même qu'il y a une dispute qui va virer vers le fait même de taper un mur, etc., je me barre d'ici. Et quand vous le dites, faites-le vraiment. En tout cas. Il ne faut pas que ça soit juste une menace. Faites-le vraiment et que quand il ira vous chercher chez vos parents, et puis je suis désolé vraiment pour ces parents-là qui, finalement, se retrouvent en fait à jeter leurs enfants en pâture, en fait. C'est vraiment... je pense que s'il y a une plainte qui doit être portée à l'égard de celui qui a violenté, il faut aussi qu'on porter plainte contre les parents. Non-assistance à personne en danger. C'est exactement cela, vous comprenez? Dans le deuxième cas, quand vous n'êtes pas encore en relation, et c'est là où je dis, prenez le temps de discuter de choses importantes. C'est des choses dont on doit parler. C'est quoi ton rapport à la violence? Dans une discussion, est-ce que tu penses que si on n'est pas d'accord sur un avis, ou etc., est-ce que ça peut t'arriver de me taper ou de... En général, il veut de toi, il va raconter des trucs, mais ça devient une base. Ça devient une base sur laquelle on a bâti la relation. Tu m'as dit que peu importe ce qu'on va avoir comme discussion ou dispute ou malentendu, tu ne vas jamais lever la main sur moi. Donc, dès lors que tu l'as fait, il faut bien que je comprenne pourquoi tu as fait quelque chose que tu as dit que tu n'allais pas faire. C'est que tu es un menteur. Donc, pour moi, personnellement, en tant que coach, je dis, c'est à partir de la deuxième fois qu'il faut commencer à prendre cette disposition. À partir de la deuxième fois déjà. À partir de la deuxième fois. Voilà, c'est déjà... Fatou? Moi, je crois que c'est vraiment à la base, c'est-à-dire faire comprendre, pas seulement qu'aux femmes, mais aux jeunes garçons, aux jeunes filles, que ce n'est pas normal de taper. Si on vous a tapé quand vous étiez petit, mais ce n'est pas normal. Un enfant est un être humain. On doit, c'est nous les humains qui devons nous canaliser, nous calmer et savoir que ils font des expériences et c'est normal qu'ils fassent des bêtises, etc. Mais mieux vaut les encadrer, parler, que quelque chose leur reste plutôt que des coups. Parce que des coups, qu'est-ce qu'on retient? C'est juste la douleur. Ça. Donc, c'est de rendre inacceptable la violence, pour moi. Et éduquer le jeune garçon à respecter la femme. Et éduquer la femme à savoir que, mais on ne peut pas me taper. Ça ne peut pas exister. Avant de taper, c'est même hausser la voix. Et sensibiliser les parents aussi.
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui se rendent compte que ce n'est pas normal. Qui minimisent les violences conjugales. C'est à ces parents-là qu'on doit dire justement que ce n'est pas normal. Et puis, croire les victimes. Parce que souvent, même quand tu viens de dénoncer, on te dit « Oh, c'est juste une tape en passant, on ne te croit pas. » Si toi-même, tu tapes ton enfant, si quelqu'un d'autre le tape, tu trouves ça normal. Tu vois des gens qui demandent aux professeurs ou je sais pas quoi de taper l'enfant. Oui. Donc, si quelqu'un d'autre le tape, en fait, c'est beaucoup de choses mentalement qu'on laisse possible. On laisse faire. Merci beaucoup, coach et Fatou. Aujourd'hui, c'est lundi et vous savez que les lundis, on va à la découverte d'un métier différent. C'est dans la rubrique Devenir et on va à la découverte de cette jeune dame qui produit du riz. On la découvre. Bonjour, je suis Biali Judith Laure, épouse Koné. Je suis productrice et commerçante de riz local made in Côte d'Ivoire. Je me suis arrêtée en première année de gestion commerciale et après ils ont lancé le concours d'entrée à l'école d'agriculture que j'ai passé, ça marchait. Et je suis entrée à l'école d'agriculture, j'ai fait 2 ans de formation. À ma sortie, je suis allée travailler dans le privé. J'ai fait 1 an là-bas et après, j'ai vu que ma passion m'appelait. C'est comme ça que je me suis lancée dans la vente du riz et après, j'ai commencé la production. Étant petite, à la maison, on ne mangeait uniquement que du riz local. À chaque fois que papa, paix à son âme, quand il revenait de voyage, toujours du riz local et on aimait bien, c'est resté. Quand j'ai grandi, malheureusement, on n'en trouvait plus sur le marché, c'était difficile. Et quand on avait la chance de trouver, il y avait toujours du sable là-dedans, plein de débris. Je me suis dit, bon, et si moi je le faisais pour donner aux Ivoiriens du riz de chez nous, de qualité, propre, sans cailloux. On ne maîtrise vraiment pas la saison des pluies. Par exemple, cette année, la saison sèche a duré. Et vous voyez, ici, on travaille avec les cours d'eau. Et lorsque la saison des pluies arrive comme ça, on se retrouve inondé. Puisque normalement, c'était prévu qu'il y ait la saison des pluies à partir de mai, juin. Et là, c'est à partir de août, septembre qu'il se met à pleuvoir. Normalement, nous devons récolter. Et là, la pluie vient gâter toute la production. Je vous donne des remerciements beaucoup de venir voir notre champ pour nous encourager à bien travailler aussi. Si vous venez voir comme ça pour nous donner des courages, là, ça nous plaît même. On est content maintenant où on est là. Ah, c'est vrai. Ça nous donne le courage de faire encore plus que ça. Le plus important, nous n'utilisons pas les produits chimiques. Tout se fait manuellement. Il y a la main-d'œuvre qui est là. Il y a le matériel qu'il faut acheter. Il faut prendre les personnes pour surveiller le riz quand il est à maturation, pour éviter que les oiseaux viennent manger le riz. Voilà, c'est ce qui fait le plus souvent que le riz local est vraiment cher. Voilà, on a découvert Judith Laure Koné. Qu'est-ce que tu penses d'elle, Fatou? Je suis toujours très fière de ces femmes qui osent. Et puis, l'agriculture, je pense que c'est un secteur où nous, les femmes, on doit s'investir. Exactement. Et surtout que cette rubrique-là, justement, on l'a faite pour montrer des métiers différents. Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes pensent qu'on doit travailler dans le bureau ou bien on doit faire coiffure. On doit faire tous les métiers que tout le monde fait. Absolument. Alors qu'il y a des métiers qui sont différents, qui ne sont pas mauvais, mais qui permettent à la femme de s'en sortir. Et pour revenir justement au sujet, moi, je pense que quand une femme s'en sort, quand elle a un peu les moyens, elle ne va pas rester dans un truc où elle est battue constamment. Parce que souvent aussi, les manques de moyens fait que la femme est obligée n'est-ce pas, Aurélie? C'est vrai. Tout à fait. Mais moi, pour revenir à cette dame, moi, tu sais, je consomme du riz local. Ouais, moi, je veux consommer du riz local. Beaucoup de riz local. Je consomme du riz fait par un industriel, bien sûr, ici en Côte d'Ivoire, mais du riz local. Ouais. Et ça encourage justement ce genre d'activité. Je pense que c'est mieux pour la santé, d'ailleurs. Des revenus pour des agricultrices comme celle-là. J'ai arrêté depuis au moins des années à consommer. Est-ce que je dis c'est mieux pour la santé, non? Et c'est très bon en plus. Mine de rien. C'est pas plus cher que le riz normal? Au contraire, c'est moins cher. C'est pas plus cher. Mais là, le maoussou, là. Ça dépend de comment c'est. C'est maoussou, là.
Non, même pas. C'est bon. Le bon riz. Le malo aussi, il est excellent. Il y a pour la santé. deux grandes marques ici ivoiriennes. Attendez, s'il vous plaît, on va parler Le une à une. malo est excellent pour la santé. Ah oui? D'accord. Moi, je sais que c'est ce que ma maman mange et elle trouve que c'est bon parce qu'elle est diabétique. Mais toi, ce dont tu parles, c'est pas le Moi, je parle du riz maosu. local, mais fait par des industriels. Il y a 2 grandes marques ici qui le font et c'est très, très bon. Je vais m'y mettre aussi. Oui, je pense que ce qu'elle dit est très vrai parce que le riz importé, certains, sans dire les noms, on a trouvé que ça ressemblait à du plastique à force. Ou des fois, quand ça reste 2-3 jours dans les placards, on retrouve de la moisissure à l'intérieur. Ah. Oui, ou même quand vous préparez votre riz le lendemain matin, c'est pâteux, ça y est. On ne peut plus le consommer, on ne peut plus manger. Donc, en revanche, le riz local, on peut le garder 2 jours, 3 jours. Et nous qui aimons le riz couché, là, en tout cas, le riz local est doux. Ah bon, hein? Tu sais qu'il y a même d'autres qualités de riz. Il y a le riz noir aussi, qui est fait aussi localement, qui est très, très bon pour la santé. Surtout pour les personnes avec du cholestérol ou du diabète. C'est le riz noir même qu'on conseille de manger. Voilà. Et ce qui me plaît, justement, c'est que j'ai fait exprès de donner la parole à Yasmine pour voir son sourire après toutes tes pleurs. Elle peut pas rester fâchée longtemps. Elle peut pas pleurer longtemps. Quand on parle de nourriture, c'est dans son sorti de boulot. L'émission, ça, on peut plus faire. Où on pleure. Mais en tout cas, je suis toujours dans la joie parce qu'ici, c'est les femmes d'ici. Exactement. Alors, coach, on est presque à la fin. On est presque à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un message fort que tu voudrais faire passer? Oui, sensibilisation, éducation et prévention. Je pense que c'est vraiment des aspects sur lesquels il faut vraiment faire un boulot extrêmement vivace. Et ça commence déjà à la maison. Ne pas accepter, par exemple, que quand on n'est pas content ou quand on n'accepte pas un point de vue ou quand on ne partage pas la vie de quelqu'un, ça part tout de suite avec un coup. C'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord non plus avec les gens qui disent, même s'il y a des échauffourées entre vous, que les enfants ne voient pas. Il ne faut même pas que vous en arriviez là. Apprenez à discuter calmement. Et puis, aujourd'hui, il y a des ateliers qui apprennent aux personnes à développer la maîtrise de soi. Il faut apprendre. C'est des choses qui s'apprennent. La CNV, c'est la communication non violente, il faut l'apprendre. Il faut savoir, par exemple, faire passer son avis. Il faut être d'accord avec l'avis de l'autre. C'est des choses qui s'apprennent. Donc, si vous ne l'avez pas eu dans votre éducation, vous pouvez rattraper aujourd'hui vous-même et puis rattraper avec vos enfants. Et puis, une autre chose, je pense que vous êtes influenceuse, Kadi, toi, DJ, etc. C'est des choses dont vous devriez pouvoir parler, en fait, sur vos différents réseaux, vu que vous êtes très suivis. Et puis que les organisations également de défense des droits de l'homme, de la Ligue de défense des droits de la femme, etc. Il faut animer vraiment des ateliers là-dessus. Nous, on est là, on sert qu'à ça, à donner ce qu'on sait, à partager ce qu'on connaît sur le sujet pour pouvoir vraiment déceler. C'est ça. Déceler les comportements, la typologie des caractères, comment savoir que quelqu'un est sanguin par sa façon d'être, même par son regard. Et qu'une fois que les gens sont sensibilisés là-dessus, quand tu te retrouves en face de quelqu'un comme ça et que vous commencez une discussion, tu sais ce qui va se passer. Et tu peux déjà anticiper. Voyez. Mais dans le truc d'une émission, on ne peut pas dévoiler tout ça. Mais je vous invite à travailler là-dessus. Voilà. Et comme je le dis avec Coach Yoman, personne ne sera battu. Vas-y, dis-nous Fatou, un dernier mot. Merci vraiment d'avoir été là. Mais c'est moi, franchement, c'est une émission que j'adore regarder. Merci. À Dakar, je vous suis tout le temps et tout. Et c'est même pas parce que ma sœur est dedans. Et voilà, je suis vraiment très, très heureuse. Et je trouve que je suis bien tombée sur ce sujet parce qu'on n'en parle pas assez, malheureusement. Et il est temps qu'on en parle et qu'on trouve tous ensemble que ce n'est pas normal. Merci beaucoup, les filles. Ça va? Tidja, tu as pleuré, ça va Aurélie, la sensible? Ça va. Je veux juste rajouter que pour les femmes qui veulent sortir en tout cas d'un foyer de femmes battues, il y a des associations, il y a la Ligue, il y a l'association des femmes juristes, il y a l'ONG Kavo Ekiva qu'on a reçu ici. Donc n'hésitez pas à aller vers ces associations, elles vont vous aider en tout cas. Totalement. Yasmina? Et moi, je veux faire un gros bisou à ma maman qui nous suit depuis Paris. Maman, pour te dire que je t'aime et je sais que tu as subi beaucoup de choses pour tes enfants. Mais aujourd'hui, sois fière d'avoir ta fille face à la caméra pour te dire que tu es la meilleure des mamans au monde. C'est mignon, Tidja. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de parler. C'est de briser le tabou sur cette histoire de violence conjugale, de briser le silence. Quand vous subissez, que ce soit verbal, que ce soit psychologique, que ce soit physique, faut en parler. Déjà, c'est la première étape. Je pense que c'est l'étape la plus difficile. Une fois qu'on a parlé, on peut
tout le monde peut vous entourer, vous aider à trouver une solution assez rapidement. Totalement. Ben, nous, en tout cas, moi, je dis merci. Moi, je vous rejoins. Hein. J'ai rien à ajouter de plus. Vous avez tout dit. Vous êtes dans ma tête. Vous êtes dans mon cerveau. Merci, en tout cas, de nous avoir suivis. Et vous devez savoir que cette émission a été traitée du côté social. On a vraiment voulu traiter l'aspect social. C'est à dessein. Voilà, parce que c'est surtout ça que les gens ont envie d'entendre. Ils ont envie de savoir ce qui se passe de façon concrète. Et c'est pour cela qu'on a fait cette émission-là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était l'un des rares sujets sérieux qu'on aborde dans cette émission. Mais ça fait du bien quand même. On se retrouve demain à la même heure, 13h05. Et restez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. À bientôt.